Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce Magal West du mardi 16 janvier 2024. C'est Lucie avec vous, on est ensemble pendant 1 heure sur Westrack Radio. Aujourd'hui au programme, nous recevrons Fabienne Delafosse, adjointe à la culture au Havre. Elle va nous présenter le programme du festival Le Goût des Autres qui revient cette semaine à partir de jeudi et jusqu'à dimanche. C'est une interview à retrouver d'ici une petite demi-heure. Avant, on parlera musique dans un instant avec Opaque et son nouvel album Songs for Second Grace qui est en partenariat avec la Ferrarock cette semaine. Camille nous parlera de l'association La Patte Normande, association qui offre un refuge aux chats en Normandie et qui recherche actuellement des dons pour pouvoir s'implanter au Havre. Mathieu nous fera le tour de l'actualité locale et avant, pour commencer ce Magal West, on vérifie ensemble la météo. Le département et la région restent toujours placés en vigilance verglas et neige, niveau 2 pour ce début de semaine. Aujourd'hui, le soleil se couche à 17h29, on gagne donc 2 minutes de soleil. La fin d'après-midi se poursuit avec des éclaircies. La température actuelle est de 3 degrés, ressenti -1. Le vent atteint en moyenne les 13 km/h, orientation du vent sud-sud-ouest. En soirée, le ciel se fera fortement nuageux. La température sera de 3 degrés et un vent un peu plus calme entre 13 et 12 km/h, tourné vers le sud-est. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 8h49 et se couchera à 17h30. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, il va pleuvoir. La température sera de 2 degrés, ressenti -3. Une force du vent un peu plus forte, entre 18 et 19 km/h, tournée vers l'est. L'humidité relative de l'air sera de 96%. C'est le taux le plus haut enregistré pour ce mois de janvier. Demain après-midi, au Havre, la pluie sera au rendez-vous. Température 2 degrés, ressenti -2 et un vent tourné vers l'est-nord-est. Il soufflera à 17 km/h. Demain en soirée, la neige risquera de tomber. Il fera entre 1 et 0 degrés, ressenti -4 et le vent sera plus fort. Il sera tourné vers le nord-est et soufflera à 26 km/h. Je rappelle que nous sommes en vigilance orange niveau 2 pour le verglas et pour la neige. Attention donc dans vos déplacements, d'autant que demain après-midi, il va pleuvoir, puis dans la soirée, il y aura de la neige, donc faites attention dans vos déplacements. Le Vélotour n'aura pas lieu au Havre en 2024, c'est une annonce qui vient de tomber et qui fait la une de notre journal du soir dans le Magal West avec Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mardi 16 janvier, c'est officiel, les organisateurs du Vélotour l'ont annoncé sur leur site internet, le Vélotour n'aura pas lieu en 2024 au Havre. L'édition 2023 avait bien eu lieu, mais de justesse, la ville du Havre et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole avaient en effet annoncé l'arrêt de leur subvention en début d'année 2023. La société organisatrice avait donc cherché de nouveaux partenaires et finalement proposé sa balade à vélo insolite dans la cité Océane. Organisée pour la première fois en 2014, le Vélotour rassemblait chaque année à la fin du mois de juin entre 4000 et 8000 participants après 9 éditions couronnées de succès. Cette décision a été prise en raison de l'arrêt du soutien financier des partenaires publics. Pour rappel, villes et communautés urbaines avaient annoncé la fin de leur subvention, 10 000 € chacune, en expliquant que le Vélotour est organisé par un prestataire privé et qu'il devait être à même de s'auto-gérer. Si le Vélotour est supprimé au Havre, il continue d'exister dans 9 autres villes de France qui ont maintenu leur subvention comme Toulouse, Bordeaux ou encore Valenciennes. Après le conseil municipal des enfants, la ville de Montivilliers compte créer un conseil des sages composé de seniors et retraités. Un premier atelier citoyen est notamment organisé jeudi 18 janvier à 18h à l'hôtel de ville pour en dessiner les contours. La ville espère ainsi favoriser la participation active des seniors et retraités de la commune. Ouvert aux personnes âgées de plus de 55 ans et aux retraités de Montivilliers inscrits sur les listes électorales, ce conseil des sages peut être consulté par le maire et le conseil municipal concernant des propositions communales. Ces Montivillons et Montivillonnes bénévoles pourront être sollicités sur des questions d'intérêt général et exprimer leurs avis sur des dossiers présentés par la ville.
Les Havrais étaient de retour au cinéma en 2023. La météo maussade de cet été n'y était pas étrangère. Du côté du Sirius, le niveau de fréquentation a été supérieur à 2019. Au Pâté Doc Vauban, le complexe enregistre 11% d'entrées en plus en 2023. Du côté des arts à Montivilliers, le cinéma familial a diffusé 31% de films en plus pour 221 000 entrées contre 168 000 en 2022. Mais l'année 2023 a également été marquée par la hausse des prix de l'énergie et en 2024, la grève des scénaristes cet été aux États-Unis va se répercuter sur la programmation des cinémas français. De grosses productions américaines ont été reportées et leur date de sortie demeure incertaine. Les cinémas s'attendent notamment à une fréquentation faible durant les vacances de février. Heureusement, des films grand public sont annoncés cette année, notamment Dune 2, Chien et Chat, Deadpool 3, Beetlejuice 2, Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim en décembre. Connaissez-vous l'Ultimate Frisbee? Dans cette pratique sportive, 2 équipes de 7 joueurs utilisent un frisbee. L'objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par des passes successives vers la zone du but adverse et d'y rattraper le disque. Il se joue sur un terrain de handball et ce samedi 20 et ce dimanche 21 janvier, le Havre Ultimate Club, fondé en 1997, club doyen en Normandie, accueillera le championnat régional indoor d'Ultimate Frisbee. Ce sport collectif mixte, auto-arbitré et sans contact en plein développement en France pourra être découvert par le public. 8 équipes représenteront 6 clubs, Caen, Flers, Granville, Le Havre, Rouen et Vernon. Tout ça, c'est ce samedi 20 et ce dimanche 21 janvier au complexe sportif du Mont-Gaillard. Et enfin, à l'occasion du festival de la bande dessinée d'Angoulême, les Havraises et Havrais et les voyageurs qui transitent par la gare du Havre pourront découvrir une exposition du jeudi 25 au dimanche 28 janvier. Bergère guerrière, la grande quête de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. C'est le nom de l'exposition qui sera visible à la gare du Havre à l'occasion de la 51e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. SNCF Gare et Connexion proposent en effet aux voyageurs d'avoir un avant-goût de la programmation placée sous le signe de la lecture. Le Havre fait partie de la trentaine de gares en France à exposer des planches de titres à la une en grand format et à dévoiler en exclusivité des extraits des expositions qui seront présentées au festival. Merci Mathieu. Comment initier les enfants à l'art? Le Centre régional d'art contemporain du Havre, Le Portique, a trouvé la solution. En plus de son exposition de l'artiste Laurent Deneuf, qui propose au Portique la bascule du corps fantôme, une exposition à retrouver jusqu'au 25 février. Il propose aussi des ateliers en lien avec l'exposition qui sont proposés aux enfants de 6 à 12 ans. Ce sont les ateliers Marmelade qui permettent de s'approprier l'art contemporain lors d'une visite adaptée et d'un atelier de création autour d'une œuvre. De l'exposition en cours au Portique, des ateliers famille, aussi tout public, sont organisés, accompagnés par un médiateur du Portique. Les participants vont découvrir l'exposition dans une visite adaptée et vont créer à leur tour une œuvre ludique lors de l'atelier de création artistique. Cet atelier est notamment organisé cette semaine, le 20 ainsi que le 27 janvier, mais aussi les 3, 10, 17 et 24 février, de 14h à 16h. Le tarif est de 20 € par famille avec matériel et goûter inclus. Il faut prévoir tout de même une tenue adaptée. L'atelier Marmelade, c'est donc à partir du 17 janvier et tout au long du mois de février de 14h à 16h. Vous pouvez vous inscrire directement auprès du Portique. Avant de découvrir en deuxième partie d'émission le programme du festival littéraire Le Goût des Autres au Havre, il se déroulera du 18 au 21 janvier 2024. Voici une sélection d'ateliers pour adultes et de spectacles organisés dans l'agglomération havraise. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Demain est organisé un atelier cabane à Fécamp en lien avec le spectacle Cabane en compagnie de Lionel Beg qui est chorégraphe. L'atelier est disponible à partir de 11 ans. C'est organisé demain de 18h à 20h au théâtre Le Passage de Fécamp. Tarif 8 €. Vous réservez au 02 35 29 22 81.
Un atelier pour la famille avec l'atelier parentalité de l'agglomération dans le cadre de sa compétence petite enfance et du dispositif national Les 1000 premiers jours. L'agglomération a créé un pôle parentalité et propose des ateliers gratuits dédiés aux parents. Participer à ces ateliers ludiques, pédagogiques et sensoriels, c'est le mercredi 17 janvier à 15h30 à l'espace petite enfance, le Pré des Bulles qui se trouve 7 rue d'Alsace. Les émotions et moi dans tous les états, c'est le nom de cet atelier demain. Gratuit, inscription au 02 35 28 96 85 et c'est donc demain à Fécamp. Et enfin, un concert au Havre avec la release party au Tetris. Release party du nouvel album de Victor and the Haters. Pour un concert punk rap, c'est demain à 17h30 au Tetris. C'est totalement gratuit, mais vous pouvez quand même réserver sur le site du Tetris directement en ligne. Il est 17h10, tout juste passé sur Westrack Radio. Vous êtes toujours à l'écoute du Mag à l'Ouest. On va retrouver de la musique avec notre découverte Ferrarock du jour. Et aujourd'hui, c'est Opaque qui est mis à l'honneur. Opaque avec son nouvel album Songs for a Grace. Je vous propose donc de découvrir cet artiste et surtout ce nouvel album. Et en deuxième partie d'émission, je vous rappelle qu'on reçoit Fabienne Delafosse, adjointe à la culture, qui va venir nous présenter le programme du festival littéraire Le Goût des Autres au Havre qui arrive cette semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Opaque sort un nouvel album, Songs for a Second Grace. Ce nouvel album, Songs for a Second Grace de Opaque, est sorti le 8 octobre 2023 chez Figures Libre Records. Leur premier album, In Fragments, est sorti en 2020. Il était au sens propre un album d'intimité, interprété et réalisé seul sur un enregistreur 4 pistes, avec 10 morceaux qui faisaient la part belle aux instruments denses, brumeux, aux guitares plongées dans des réverbes et des échos. Entre rock, psychédélique, folk et réminiscences classiques, un carnet de chansons qui offrait la sensation de nous trouver plongés dans un capharnaüm d'instruments au plus près de l'intimité bricoleuse du musicien. Là où In Fragments exhalait une beauté désordonnée, Songs for a Second Chance, leur deuxième album, irradie par sa maturité et sa précision plastique. À l'image de sa pochette, loin de l'esthétique gothique de son prédécesseur, à l'image aussi de son titre. The bed, there was, and there are places I can barely hide from all these faces. The next few days I'm dressed in a new skin, no matter the value of the sin. Fire in your hands, let us blow. Saw the ages you've been through all alone. Time to take back the rage we slowly lost. No matter the name of the heart.
nature of the shun truth. Along the valley of changes, try to cross the fences. Énoncé mystérieux, laissant à penser que les 11 chansons qui le composent s'inscrivent dans un nouvel accomplissement artistique, un changement de cycle personnel. Publiquement, Pierre-Alexis y exprime ses sentiments, sa raison au mystique, à son éducation chrétienne, au sens d'appartenir ou non à une communauté. Artistiquement, le groupe invoque de grands modèles, de Nick Drake à Elliott Smith, en passant par Jeff Buckley, dont ils partagent le grace évoqueur. À leur regard, on retrouve une certaine révérence dans le choix d'un songwriting soyeux, mais la musique d'Opak relève aussi de sa propre complexité. Les arpèges de guitare côtoient des arrangements précieux au piano, les inspirations folklore cheminent avec des arrangements pop à l'immédiate efficacité, le très solaire Those Processions, comme on peut le ressentir dans le très solaire titre Those Processions.
Et si l'on retrouve à quelques endroits de l'album ce goût pour l'intime et le minimalisme, comme dans le titre Gathered Ghost, la majeure partie des morceaux s'illustre autant par des arrangements orchestraux que par une production claire et puissante, à l'image du titre magnifique Valley of Sins. Veneration Apothéose électrique égrène les seules paroles de français du disque sur fond de quête intime, questionnant les chemins parcourus et ceux à parcourir. Il nous reste à voyager de nombreuses fois encore dans The Song for a Second Grace, deuxième volet d'une œuvre plus grande qu'elle ne le soupçonne encore. Cette œuvre est à retrouver partout, en digital et en numérique. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de la ferrarock.org, sur le groupe Opaque et leur second album Songs for a Second Grace. For many times I had my confessions, my inoffenses, my second guesses. While your light is strong, my perceptions are fading slowly. There's no more places for singing graces, breaking sentences. I've been told that you will take my sorrows to make it a strength, to make it a strength. Then I find the meaning it draws, and it will all make sense, and it will all make sense. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Breaking Senses, un titre de Opaque sorti cette année avec leur nouvel album Songs for a Grace, mis en valeur par la Ferrarock. Si vous écoutez le mag à l'ouest tous les jours du lundi au vendredi et de 17h à 18h, vous découvrirez chaque jour de nouveaux artistes mis en valeur par la Ferrarock. En deuxième partie d'émission, on va retrouver notre reportage du jour avec une association normande qui s'installe près du Havre avec un nouveau refuge. Un reportage signé Camille sur Westrack Radio. Les refuges animaliers accueillent des animaux abandonnés par leurs propriétaires ou provenant des fourrières dans l'espoir de leur offrir une meilleure vie et de trouver par la suite de nouveaux propriétaires. Un refuge est principalement géré par une association de protection animale et c'est notamment le cas de La Patte Normande dont j'ai reçu Élodie, la présidente, ainsi que Ivani, bénévole au sein de l'association. Je m'appelle Élodie Dufresne, je suis la présidente de l'association de protection animale La Patte Normande depuis 2011 maintenant. Et moi je suis Ivani Levé, je suis bénévole au sein de l'association depuis bientôt 4 ans et j'ai suivi le projet depuis le départ. Ce projet à la base c'est le refuge, c'est ça ? C'est ça. Depuis le début, l'association fonctionne par des bénévoles familles d'accueil. Donc tous les chats ou animaux que l'on récupère de la rue ou d'abandon sont accueillis chez les bénévoles jusqu'à leur adoption. Et là, le projet, c'était vraiment d'avoir plus de place et d'avoir un terrain vraiment dédié aux animaux difficilement adoptables, pour lesquels on a du mal à trouver des prises en charge ou des familles, et d'avoir une sorte de sanctuaire où ils pourraient vivre correctement et finir leur vie chez eux. Un endroit plus grand avec peut-être un espace jardin aussi ou... Ah bah là, grand jardin, on a acheté un clos masure donc à Bolleville, à côté de Bolbec, qui fait 4,8 hectares. Donc ouais, niveau jardin là, on est bien. Là c'est Ils ont bon. de la place. Maintenant ils ont de la place. On est beaucoup moins limité. On sera beaucoup moins amené à refuser des prises en charge à cause de l'espace. Mais maintenant il y a toute la partie chatterie. Ils ont le terrain, mais ils ont pas encore la maison en fait. Donc maintenant, il y a toute la partie chatterie à faire et c'est ça le gros projet de 2020. La réponse peut être un peu logique, mais pourquoi avoir décidé de justement de se lancer dans un projet comme ça Depuis 2011, le projet, c'est de secourir un maximum d'animaux qui en ont besoin. Ça n'a pas changé. Et là, maintenant, le projet, c'est d'en accueillir plus. Et mieux.
et mieux. Voilà. Au bout d'un moment, toute seule, on peut pas. C'est un boulot à plein temps, même si c'est pas mon boulot et que ça reste de la passion. Mais au bout d'un moment, on était tous d'accord qu'à plusieurs, avec plus des places et plus de moyens, on ferait. Vous avez été toutes les deux à acheter, c'est ça, l'endroit ? En fait, en tout, nous sommes 4. Élodie, sa mère et mon mari et moi. Donc, on a vendu en tout 3 maisons personnelles pour pouvoir avoir le budget pour se porter acquéreur de ce Clos-Mazur. Pour dédier vraiment, pour offrir un bel endroit Oui. aux animaux. C'est ça. Super. Et alors, l'association, comment ça s'est passé au début, la création ? Ça remonte à loin peut-être ? Ça remonte à quasiment 13 ans maintenant. Donc, j'ai créé l'asso à l'époque avec ma sœur, qui maintenant gère une autre asso dans le Calvados. Mais à l'époque, on a créé l'asso toutes les deux. On a commencé par être bénévole dans d'autres associations. On a découvert la protection animale un peu par hasard. C'est vrai que tant qu'on met pas le nez dedans, on se rend pas compte en fait de tout ce que ça implique. Du nombre d'animaux euthanasiés toutes les semaines en fourrière, du nombre d'abandons, du nombre de maltraitances. C'est vraiment une fois qu'on a mis le nez dedans qu'on se rend compte de l'ampleur de la tâche. Donc au départ, on était toutes les deux bénévoles pour d'autres associations. Et au bout d'un moment, sur le Havre, il n'y avait pas énormément de possibilités d'assaut. En fait, les associations étaient loin et c'est compliqué d'être bénévole d'une association qui est à l'autre bout de la France. Donc à l'époque, on s'est dit on va créer notre asso et puis on verra si on y arrive ou pas. Et puis bon, 13 ans après, on est toujours là, donc je me dis ça va, on y arrive. Est-ce que c'est que pour les chats du coup, principalement ? Principalement. Maintenant, on fait principalement des chats. Il y a quelques années, on sortait également des chiens de fourrière, mais maintenant, on n'a plus forcément les familles d'accueil pour, ni les lieux adéquats pour ça. Donc, on fait principalement du chat, mais bon, dernièrement, on a récupéré des canards, des fois, on a récupéré des lapins, des chèvres, voilà, ça reste varié, mais c'est 95% de chats. Et recueillir des chats, des canards, c'est comme différent, j'imagine. Est-ce qu'il y a un diplôme ou une formation à suivre spécifique ou pas du tout ? Alors, il y a une formation qui est obligatoire, qui est l'ACACED pour les chats ou chiens. Après, il y a différents modules en fonction des animaux que l'on récupère. C'est la seule formation qui est obligatoire en France. Après, c'est plus avec l'expérience. Faut être bien entouré. Il faut des bons vétérinaires qui nous expliquent. Il faut s'impliquer, il faut apprendre. Voilà, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes besoins entre un canard, une poule, une chèvre, un chat. Il faut s'adapter, il n'y a pas le choix. Pour les bénévoles, peut-être du coup, je vais m'intéresser aussi aux bénévoles. Pourquoi tu as décidé de te lancer aussi dans ce projet-là ? En discutant, effectivement, à la base, moi je suis une adoptante. J'ai rencontré l'association comme ça, et en discutant avec Élodie, comme elle disait, une fois qu'on a ouvert les yeux sur la maltraitance animale, les abandons, on peut plus regarder ailleurs, c'est pas possible. Donc l'idée, ça a été de s'investir auprès de l'association pour essayer de voir au maximum ce que je pouvais faire pour aider. Donc au début, ça a été éplucher beaucoup de fruits, parce qu'on vend beaucoup des confitures pour vendre sur des stands. J'ai commencé après à être famille d'accueil aussi, de petits chatons à biberonner, et un pas après l'autre, effectivement, on s'est dit que c'était bien ce qu'on faisait déjà, mais que comment on aurait pu faire pour faire mieux. Et c'est là que du coup, un jour, Élodie m'a parlé, tiens, j'ai une idée un peu folle, peut-être que... Et quand on m'a exposé son plan, j'ai fait, oui, non, c'est pas fou du tout. Au contraire. Vous êtes tous au même endroit, du coup vous vivez au même endroit ou pas du tout ? Ok. Parce que vous avez vendu 3 maisons, C'est ça, donc c'était la complexité, il fallait vendre les 3 maisons en même temps et trouver un terrain après qui puisse accueillir et l'association et la chatterie et nous aussi, le passage du coup, parce que bon, donc après ça a pris du temps, ça s'est pas fait en une journée, mais on a réussi, on a trouvé le terrain. C'est un projet qui avance bien, mais qui n'est pas fini, mais qui avance. Et justement, pour qu'il avance, il faut peut-être qu'il y ait des dons aussi. Comment ça marche ? En fait, là, actuellement, pour la chatterie, on est passé par un financement participatif sur la plateforme Ulule, qui effectivement là est sur un temps donné. C'est-à-dire que là, nous avons jusqu'au 19 janvier pour recueillir soit des dons défiscalisables, bien sûr, soit acheter des contreparties. Donc ça va de 6 € à 8 000. Oui, après, il n'y a pas de montant maximum. Voilà. Oui, non, mais c'est juste, de toute façon, c'est les dons, mais c'est si les gens veulent donner de l'argent, justement, pour vous aider à faire ce projet-là, c'est sur Ulule, la plateforme Ulule. Pour l'instant, voilà, il y a le crowdfunding qui est en ligne sur Ulule. C'est la première partie, on va dire. Là, c'est vraiment le financement jusqu'au 19 janvier. Le but, c'est d'atteindre au moins 20 000 € pour qu'on puisse financer, bien démarrer et financer le plus gros des travaux. On démarche également des entreprises et des particuliers pour récupérer des dons de matériaux. Donc là, jusqu'au 19 janvier, le but, c'est que tous les gens qui se sentent concernés et qui ont envie d'aider puissent participer via Ulule, la création du refuge. Et après, il y aura aussi le chantier participatif, parce que voilà, tout le monde ne peut pas donner d'argent ni de matériel.
matériel. Tout le monde n'a pas envie de donner d'argent ni de matériel, mais si des gens veulent venir aider en donnant un coup de main pour les travaux parce qu'ils savent faire, on aura aussi besoin de gens pour nous aider en plus concret, quoi. Des bras. Des bras. Besoin de beaucoup de bras. Vous êtes combien de bénévoles à peu près ? Si on compte un peu tout le monde, parce qu'il y a les familles d'accueil, il y a les bénévoles qui gèrent les stands, il y a les bénévoles qui gèrent la com, il y en a qui créent, on a Josiane qui fait plein de confitures par exemple, et qu'on vend sur les stands. On doit être une 30aine à peu près, ça change assez régulièrement. Il y a une petite équipe fixe qui nous suit depuis des années. Un noyau dur. Voilà, un noyau dur. Après, il y a des bénévoles temporaires, il y en a qui... Voilà, il y a un peu de tout, ça dépend. En tout cas, on est toujours ouvert aux nouveaux bénévoles. Aux familles d'accueil. Aux familles d'accueil, après ça peut être pour tenir des stands, pour organiser des collectes, pour créer des choses. On cherche toute l'année des bénévoles. Si on veut devenir bénévole, comment ça marche ? On vient vous voir, on va sur votre site ? On peut nous contacter effectivement via les réseaux sociaux, comme tout le monde, Instagram, Facebook, par mail également, par téléphone. Alors il faut vraiment me laisser des messages parce que c'est vrai que je reçois tellement d'appels que pour l'instant, entre les travaux, l'installation, un téléphone c'est compliqué, mais il y a moyen de nous contacter dans tous les cas assez facilement. Alors ça va être plus question adoption, on va dire. Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui veulent adopter en refuge, qui hésitent ou... Faut pas hésiter. Il y a tellement de chats dans les rues que non, allez pas chercher à acheter une marque. Non, une race. Faut aider tous ces chats qui sont dehors, qu'on récupère. Il y a encore beaucoup d'appréhension sur l'adoption en refuge. Et souvent, les gens ont peur, ils n'osent pas parce que on connaît pas le passé de l'animal. Ici, il a toujours vécu dehors, il va pas s'adapter. Enfin, on sent que beaucoup de gens ont peur et c'est pour ça que quand ils se dirigent dans l'association, beaucoup demandent des chatons. En partant du principe que si j'adopte un chaton, je vais pouvoir l'éduquer, je vais pouvoir l'habituer plus facilement à chez moi. Mais en fait, l'appréhension, elle peut se comprendre, mais elle est fausse. Même si un chat a vécu des années dans la rue, il s'adapte très bien, peu importe son âge, il s'adapte. De toute façon, les chats qui sont trop sauvages ou qui, eux, effectivement, ne sont pas faits pour une vie en maison, on les propose pas à l'adoption, tout simplement, ces chats-là. Les chats qu'on propose à l'adoption, alors oui, il y en a qui vont avoir 2 ans, il y en a qui ont peut-être 10 ans, et il y en a qui ont passé toute leur vie dans la rue. Et pourtant, une fois qu'on les a pris en charge et qu'ils découvrent un peu le contact avec l'humain, le confort, le fait d'avoir à manger tous les jours, mais ce sera le meilleur chat que vous ayez jamais eu en fait, parce qu'il a une reconnaissance, mine de rien, on a beau dire ce sont des chats, faut pas mettre des sentiments humains, tout ce qu'on veut, mais il y a des chats où on sent qu'ils sont heureux de cette nouvelle vie et ils le montrent et ils vous le partagent. Donc le conseil que je peux donner, c'est ne vous arrêtez pas où on dit on peut adopter un adulte, on peut adopter un chaton, on peut adopter n'importe quel chat en fait, il faut juste expliquez-nous clairement votre mode de vie. Nous, on connaît nos animaux, on sait lequel pourra correspondre et lequel s'adaptera. Et voilà, on n'adopte pas un chat au physique et peu importe son âge, il y a possibilité d'avoir une belle histoire avec lui. C'est ça justement, quand je disais plutôt les conseils, c'est des choses à savoir avant d'adopter pour sensibiliser. Peu importe l'animal qu'on adopte, il faut déjà se poser les bonnes questions est-ce que j'ai du temps à consacrer à mon animal ? Est-ce que je vais être prêt à dépenser de l'argent si un jour il est malade ou s'il se blesse ? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour un animal. Mais dans ce cas-là, on n'adopte pas. Et puis là j'adopte un chat, je m'engage pour 15 voire 20 ans. Faut vraiment tout prendre en compte. Faut que ce soit comme les gens on le dit depuis des années, tous les refuges le disent depuis des années, il faut que ce soit une adoption réfléchie et que tout soit pris en compte. C'est pas parce qu'on veut un chat maintenant, on en prend un, si je prends un chat maintenant, est-ce que je suis sûre que dans 10 ans, je m'en occuperai toujours ? Et heureusement, la plupart des gens, oui. Après, on sait qu'il y a les aléas de la vie et que parfois, malheureusement, des gens sont obligés d'abandonner leurs animaux. Et des fois, il n'y a pas le choix parce que c'est la vie. On peut pas reprocher ça à tout le monde. Mais c'est vrai quand, là, par exemple, cette année, quand le 23 décembre, je reçois un appel d'une dame qui veut adopter son chat parce qu'elle a des puces. Qui veut abandonner. Elle va abandonner. Pas adopter. Elle veut abandonner son chat parce que son chat a des puces. Je me dis, cette dame-là, est-ce que vraiment c'était une adoption réfléchie au moment où elle l'a pris, quoi ? Et on se dit, ouais, il y a du boulot, mais je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Après, c'est mon ressenti à moi, je sais pas si Vanny a le même, mais... Déjà, le simple fait que maintenant, effectivement, c'est la loi, c'est comme ça, tous les chats qu'on place sont pucés, vaccinés, s'ils ont l'âge, ont été stérilisés, et s'ils sont encore chatons, c'est dans le contrat, les gens sont dans l'obligation de stériliser leur animal. Et c'est vrai que maintenant, pour les gens, ça paraît logique quand on dit ça.
Oui, c'est moins choquant. Les gens, ça commence à rentrer dans la normalité d'identifier et de stériliser son chat. Pas pour tout le monde, évidemment, quand on voit le nombre de chatons qui naissent dehors tous les ans, on se dit que bon, c'est pas encore 100% de la population, mais c'est un discours qui commence, les gens s'habituent. Ça ne choque plus de dire oui, il faut stériliser votre chat, oui, même s'il vit en appartement, même si c'est un mâle. L'identification, stérilisation, c'est obligatoire. Enfin, ça devrait l'être. L'identification est obligatoire, la stérilisation ne l'est pas malheureusement, mais il faut que ça devienne un réflexe, parce qu'il y a juste à regarder les chiffres et que actuellement en France, il y a trop de chats par rapport au nombre de foyers qui a la capacité d'en accueillir, tout simplement. Il y a encore des gens qui nous disent oui, mais si on stérilise tous les chats, il n'y en aura plus. Mais il y en aura toujours en fait, parce que des chats dehors, il y en a des millions et qu'on n'aura jamais stérilisé tout le monde dans tous les cas. Donc, mais si déjà on peut réduire toute la misère qui découle de ces naissances non contrôlées dans la nature, ce serait... Ça me fait penser à quelque chose. Pendant le Covid, je sais qu'il y a eu beaucoup d'abandons d'animaux. Oui. Est-ce que vous avez remarqué ça, puisque vous avez commencé en 2011, donc vous avez vu 2020, 2021, tout ça, la période du Covid. Est-ce que vous avez remarqué, vous, une grosse vague d'abandon ? Alors la vague d'abandon, elle n'est pas arrivée pendant le Covid, elle est arrivée dans les 18 mois qu'on suivit la fin des confinements, de la phase Covid, tout ça. Une fois que tout le monde avait repris sa vie d'avant, sa vie normale, on va dire, dans les 12 mois qu'on suivit ça, la fin du dernier confinement, il y a eu une recrudescence d'abandon. Des gens qui avaient adopté pendant le Covid, parce que télétravail, parce qu'on a le temps, parce que... Donc il y a eu beaucoup d'adoptions. Au premier confinement, il y en a eu aussi, je crois, pas mal, mais moins au deuxième. Mmh. Sauf que après, quand les gens ont repris leur vie, je pense que certains se sont aperçus qu'en fait, ils n'avaient pas le temps ni l'envie de s'occuper d'un animal. Et l'après-Covid, oui, il y a eu une recrudescence d'abandon de jeunes chats d'1 an, 1 an et demi, ouais. Il y en a eu quelques-uns. Il y a des moments où j'imagine que vous ne pouvez pas accueillir tous les chats du monde non plus, mais comment ça se passe dans le cas où vous ne pouvez pas accueillir en cas de refus. En cas de refus, est-ce que vous l'envoyez dans un autre refuge ou... Après, disons que la pâte normande a la réputation un peu d'être, j'allais dire, le dernier recours. Refuse moins, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, un chat tout cabossé, un chat tout abîmé. Même certaines associations vont dire appeler la pâte normande. Mais c'est un peu, malgré nous, spécialisé dans les cas compliqués. Les âgés, les craintifs, les fives, les leucoses, les cabossés de la vie. Mais après, oui, on refuse des prises en charge. Il y a des fois, on n'a pas le choix, parce que quand on n'a pas de place, le but, c'est pas de les entasser à l'assaut, les animaux, quoi. On réoriente les gens, oui et non, ça va dépendre du motif de l'abandon. La dame qui voulait abandonner parce que son chat a des puces, je l'ai pas réorienté vers une autre asso, je lui ai juste rappelé qu'un chat qui a des puces, c'était pas grave, ça fait partie de l'animal et que dans ce cas-là, une pipette anti-puce chez un véto, et puis le problème était réglé. Et que des fois, on essaie de rappeler aux gens que oui, mais vous êtes engagés quand même vers cet animal quand vous l'avez adopté. Enfin, prenez un peu vos responsabilités. Et c'est toujours un peu... C'est pas un jouet, c'est pas un objet de décoration. C'est un être vivant qui a ses émotions, qui a son ressenti. Et c'est pas quelque chose qu'on pose à un endroit et quand on n'a plus envie ou parce que ça colle plus avec le nouveau canapé ou la nouvelle déco, on le met dehors ou on en change. Enfin non. Mais c'est compliqué de refuser une prise en charge parce que c'est vrai qu'on a toujours l'envie de dire oui à tous les animaux, même quand des gens nous signalent un chat errant. Bien sûr qu'on a envie de l'aider, mais si on dit non, c'est que vraiment, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Et il y a toujours cette appréhension de dire il va devenir quoi en fait celui-là. Si je le prends pas, est-ce que malheureusement dans quelques temps on va me signaler qu'il est décédé? C'est ça. Donc quand effectivement on nous signale des animaux errants, on essaye au maximum de trouver une solution, soit par nous, soit par d'autres assos. Et c'est vrai que par contre quand ce sont des abandons en direct. Quand c'est un motif légitime, il n'y a pas de souci, on va aider les gens. Soit à replacer le chat, soit à le prendre en charge. Quand c'est des abandons pour des motifs... Irréels pour nous, mais... Ouais, ce qui nous paraît surréaliste. Anodin, on va dire. Des motifs anodins, on va dire. Je pars du principe que les associations ne sont pas des poubelles. Il faut que les gens arrêtent de penser que oui, mais je vais prendre un chat parce que c'est pas grave, si j'en veux plus, je le mettrai à la SPA. C'est vrai qu'au début de l'assaut, on avait tendance limite à s'écraser juste par peur de ce qui allait arriver au chat. Heureusement, je n'en suis plus à cette phase-là et il faut dire aux gens quand ils font n'importe quoi. Alors oui, il y a le risque qu'est-ce qu'ils vont faire de cet animal ? Une fois qu'on les a mis face à leurs responsabilités en disant « mais vous abandonnez votre animal pour une raison qui n'est pas du tout légitime ». Alors
Il y en a qui vont aller l'abandonner n'importe où dans la rue, mais en fait, c'est pas aux assos ou aux refuges de s'en vouloir pour ça. On n'est pas responsable de la bêtise des gens. Il y en a qui nous le disent clairement, si le chat est fini dehors, ce sera de votre faute. Non, vous me ferez pas culpabiliser, ce sera pas de ma faute, parce que c'est vous qui l'avez adopté et c'est vous qui allez le mettre dehors. Et c'est pas parce que je vous dis qu'aujourd'hui je peux pas le prendre que je suis responsable de ça. Faut que les gens prennent conscience qu'ils sont responsables de l'adoption, ils sont responsables de l'abandon. Et c'est pas parce qu'une asso ou un refuge est saturé et ne prend pas en charge leur animal que c'est de notre faute. Comme l'idée qu'ont souvent les gens, je peux mettre un chat dehors, c'est pas grave, il va se débrouiller tout seul. Il va chasser des souris, il va se nourrir. Non, ça non plus. Non, c'est une légende urbaine, ça. C'est non. Il y en a quelques-uns qui effectivement auront le caractère, auront la capacité et seront dans une zone où il arrive à se nourrir suffisamment. Mais c'est quoi ? C'est 5% des chats abandonnés. À peu près. Les autres, ils vont juste mourir de faim ou de froid ou de maladie, et ou d'ailleurs. Souvent les deux. Cocher la bonne réponse, mais c'est un grand sujet, la protection animale. Il y a encore du boulot. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça prend du temps, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de vacances, pas d'horaire, mais on sait pourquoi on le fait. Le plus dur, ce que je dis souvent à mes bénévoles, quelqu'un qui veut s'engager dans la protection animale, je leur dis souvent, vous savez, le plus dur dans la protection animale, c'est pas les animaux. Oui. Ce sont les humains. L'animal, il a des réactions logiques, de chat, de chien, il y a toujours une cause à sa réaction, à son comportement. L'humain est totalement aléatoire. C'est beaucoup trop. Et c'est ça le plus dur à gérer. C'est pas les chats malades, même si c'est très dur quand on passe des semaines à soigner un animal pour que finalement il finisse par décéder ou une adoption qui se passe mal. Oui, psychologiquement, c'est pas facile, même moralement, mais la bêtise humaine est plus lourde. Oui, beaucoup plus difficile à gérer. On a parlé de pas mal de choses. Vous auriez encore un petit mot sur le refuge que vous avez comme projet de créer? Des petites infos qu'on aurait oubliées ou... On a besoin d'un maximum d'aide. À tous les niveaux. Voilà, oui, c'est un gros projet. Si on veut que tous ces chats un peu laissés pour compte aient un endroit pour vivre assez rapidement, alors oui, on est sûrement la je sais pas combienième association à demander de l'aide. À demander de l'aide et à demander de l'argent. Et on sait bien que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas donner. On sait que les temps sont durs, mais voilà, la cagnotte Ulule est en ligne jusqu'au 19 janvier. Et il n'y a pas de petits dons. Si 1000 personnes donnent 1 euro, voilà. Voilà, alors oui, on a besoin de l'aide de tout le monde, effectivement. On a vraiment besoin de faire monter la cagnotte jusqu'au 19 et même un petit peu, ça aide toujours. Et on a aussi beaucoup de chats âgés à l'adoption. Et qui sont tous des amours, vraiment. Où est-ce qu'on peut vous contacter en particulier? On a dit tout à l'heure les réseaux sociaux, mais est-ce que je peux avoir un nom? Sur les réseaux sociaux, ça va être Sherazade ou Elodie, principalement, qui vont vous répondre. Et après, il y a l'adresse mail tout au singulier, pat.normande@gmail.com. Sur Facebook, Instagram aussi, c'est la Pat Normande aussi? La Pat Normande, oui. Ça marche, super. Et merci beaucoup d'être venu. Et puis, on encourage les gens qui nous écoutent à faire des dons ou au moins à soutenir et à être sensibilisés à votre refuge et votre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à Elodie et Ivani de nous avoir fait découvrir leur association. Pour les suivre et les soutenir, c'est sur Facebook ou Instagram. Et pour contribuer au projet de construction de leur nouveau refuge, c'est sur le site ulule.com. C'était Camille pour Westrack Radio. Merci Camille, vous pouvez retrouver ce reportage sur la Pat Normande et toutes les informations sur la cagnotte ainsi que leurs réseaux sociaux directement sur le site de westrack.com. Je vous propose tout de suite de retrouver de la musique avant de découvrir le festival du goût des autres qui revient pour ce mois de janvier. C'est à partir de jeudi et jusqu'à dimanche. C'est un festival littéraire, mais pas que, festival aussi musical. On va retrouver tout de suite un titre justement pour nous mettre dans l'ambiance. C'est une entrée en playlist et ça s'appelle X the Soul. C'est Tito and Tarantula qui nous propose ce titre. On se retrouve juste après en compagnie de Fabienne Delafosse, adjointe à la culture du Havre, qui nous présente le programme de ce nouveau festival édition 2024. Move over, man. Time to go. Somebody coming down the road. A wind howling like never before. Change are calling. They want it all. X the soul. X the soul. Fear is high. Lies are gold.
human gather and X the soul. Light a fire in your heart. Walk away, man, from the dark. On your knees, if you wanna please the king of thieves. Understand, you don't give a damn. Get up off the floor, you don't have to do that anymore. The wind is howling like never before. Everybody knows the wrecks in the souls. Run before you get old, before you get sold, before you control. Le Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et il est 17h49 sur Westrack Radio. Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio locale. Pour cette deuxième partie d'émission, on accueille Fabienne Delafosse, adjointe à la culture au Havre, qui va donc nous parler du Festival du goût des autres et surtout qui va nous présenter ce programme. Bonjour Fabienne.
Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous nous Je vous entendez ? entends très bien. C'est bon. Oui, je vous entends très bien. Merci d'avoir accepté du coup notre invitation pour cette émission. Et puis surtout, on va pouvoir revenir un petit peu sur le Festival du goût des autres. C'est plus de 10 éditions et chaque année, une trentaine de rencontres, des débats, des tables rondes et des ateliers. Et ce qu'on remarque entre les précédentes éditions et cette nouvelle édition, c'est qu'il y a de plus en plus de croisements entre les arts, entre les disciplines. Le festival change, ce n'est plus simplement la littérature qui est célébrée, mais aussi le sport, les jeux vidéo, la musique. C'est vraiment un choix de la programmation de laisser place à d'autres disciplines ? Oui, en fait, c'est la croisée des disciplines qui fait aussi la croisée du public. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est bien sûr de promouvoir l'ensemble des esthétiques qu'on peut retrouver, et puis aussi attirer peut-être un nouveau public qui est plus enclin à venir écouter de la musique ou avoir des arts visuels, mais de se retrouver aussi autour de la littérature. C'est effectivement notre 13e édition cette année du goût des autres, et on aura plus de 95 rendez-vous, et un tiers dont on est très fiers qui est pour le jeune public, et notamment pour les scolaires, puisque c'est aussi un grand plaisir à travailler avec l'ensemble des écoles du territoire. Oui, les plus petits ont aussi leur place. J'ai vu qu'il y avait des ateliers autour des jeux vidéo et puis un atelier avec Lego Mindstorms, donc c'est samedi, pour fabriquer son propre robot. Donc là, on est vraiment à la croisée entre la littérature, l'imaginaire aussi. Oui, absolument. C'est la création sous toutes ses formes. Là, on a commencé par exemple aujourd'hui, puisque le goût des autres a commencé finalement aujourd'hui dans le quartier de Cocrioville à l'école Eugène Varlin. C'est une très grande fresque collective qui a été créée avec les écoliers. Et voilà, on essaye aussi, encore une fois, de diversifier puis d'intéresser les jeunes à la littérature et plus globalement à la lecture et à les faire venir dans nos bibliothèques. Donc, on a aussi cet atelier à fond les manettes, puisqu'on accueille maintenant au sein de la bibliothèque Scarnet-Meyer pas mal de jeux vidéo. C'est là encore une fois un lieu ouvert, un lieu où il se passe des choses. Et voilà, après avoir joué sur un jeu, c'est sympa aussi d'aller prendre un livre. Le festival, il dure donc toute la semaine jusqu'à dimanche. Il y a quand même évidemment beaucoup d'auteurs et d'autrices et il y a beaucoup de tables rondes. Est-ce qu'on peut avoir une image de toutes ces tables rondes qui vont être proposées ? Alors, c'est pas forcément des tables rondes, c'est plutôt des rencontres. En fait, vraiment, sur le goût des autres, ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit un salon littéraire ou un salon du livre où on viendrait simplement acheter. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des grands entretiens avec des très grands écrivains. Donc cette année, on a choisi la thématique du sport, compte tenu que c'était l'année olympique. Donc vous pourrez par exemple discuter avec Dominique Rocheteau. Alors bon, les plus jeunes forcément connaissent peut-être pas Dominique Rocheteau, mais il a été très grand footballeur. Et donc voilà, maintenant il a écrit un livre, donc ça sera partie de la thématique du sport. Pour ceux qui le connaissent, et je suis sûre que vos éditeurs en sont friands, Ismaël Abia des Improbables nous fera un one-man show sur la Bible de la loose du sport français, donc qui promet de bien nous faire rire. Et puis on a des choses aussi sur l'habillement, parce que la mode c'est aussi finalement partie du sport, donc avec toute une programmation et des lectures autour des sneakers. Mais vraiment, l'idée, c'est encore une fois de proposer la littérature sous d'autres formes. On a beaucoup d'auteurs qui viennent parler de leurs livres, mais aussi de leur histoire, mais on a aussi des créations, qu'elles soient musicales. Je pense notamment une artiste qui va faire une lecture avec de la harpe. Donc, c'est aussi cette croisée-là de rendre la littérature par l'oralité encore plus accessible. Je reviens un petit peu sur le sport. Il y a aussi une rencontre de boxe avec 2 boxeuses. Et puis là, on a carrément un autre événement, puisque pour le festival Le Goût des Autres, c'est un peu explosé, j'ai envie de dire, dans tout le Havre, que ce soit la bibliothèque Niemeyer, le Magic Mirror, mais aussi la Galerne, là on l'a dit, à Cocrioville aussi. Et puis, il y a un événement, une balade sportive et culturelle, ça aussi c'est samedi, en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire et LH en forme. Donc encore une fois, là c'est le sport qui est mis à l'honneur, mais il y a quand même tout un côté culturel et même patrimonial. Oui, absolument. Vous avez parlé de la rencontre boxeuse, qui sera une rencontre entre la boxeuse Amina Zidani, qui fait la grande fierté de l'Havre, puisqu'elle sera aux Jeux Olympiques et qu'elle représentera la France cette année, et puis Aya Sissoko, qui est une ancienne championne de boxe du monde et qui a écrit notamment Dambé, qui a eu un très grand prix, et donc qui viendra parler de son livre Au nom de tous les Égyptiens.
Et vraiment, c'est aussi avoir cet échange, de montrer que le sport et la littérature sont mon public. Et vous en avez parlé effectivement de cette balade culturelle et sportive. Et aussi, encore une fois, c'était de croiser les publics. Donc, on pourra se promener tout en écoutant de la littérature, mais en découvrant notre patrimoine. Et vraiment, pour les plus férus, on a aussi un marathon de lecture. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir dans le programme, mais vraiment, je vous invite à y aller. Ce sera jeudi soir. Et c'est Éric Genovès de la Comédie Française qui va nous lire le texte intégral des Courriers de Jean Esnoz. Et donc, pendant 3 heures, il va faire un marathon de lecture. Voilà, on a essayé aussi d'avoir des choses comme ça, un petit peu rigolotes, entre guillemets, vraiment de ce marathon, mais qui va être un vrai moment, à la fois une vraie performance physique et intellectuelle d'Éric, qui va me faire plaisir pendant 3 heures de nous lire. Il y a aussi du théâtre et de la musique aussi, des concerts. Oui, des concerts, forcément avec le Tetris qui est notre partenaire, qui nous fait le goût des mots, avec une soirée littéraire et musicale. Et puis on va retrouver la Nuit électrique au Magic Frissard avec des lives. Et puis on a aussi à la patinoire une soirée un peu festive, puisque c'est ça aussi qui fait le goût des autres, donc avec disco patin. Où là on pourrait à la fois patiner et écouter de la musique, un petit peu comme on l'avait fait à la piscine du Bain des Docks. Oui, chaque année, il y a un petit peu sa spécialité et il y a toujours un thème. Est-ce qu'il y a un thème particulier pour cette édition 2024 ? Oui, le thème, effectivement, c'est celui de l'esprit sportif. Et vous l'avez dit, c'est la thématique, même si elle est toujours sous-jacente dans les rencontres. C'est vrai que c'est en général 50% de la programmation, mais on a toujours une partie de la programmation qui est plutôt consacrée à l'actualité littéraire. Et puis aussi des propositions quand même autour du goût des autres et puis de l'altérité. Donc là aussi, on va avoir de très belles rencontres qui vont se faire avec Lilian Thuram notamment, qui va venir échanger sur son livre. Donc c'est vraiment là aussi croiser, pouvoir se dire que c'est parler du monde, parler du sport, parler littérature, parler de tous ces grands débats de société, mais à travers le regard d'écrivains, de romanciers, d'intellectuels, mais aussi de grands sportifs ou de journalistes d'aujourd'hui. Le festival, il a déjà commencé, mais ça sera quand même à partir de demain le cœur du sujet. Est-ce qu'on peut donner envie aux auditeurs d'y aller avec quelques rendez-vous qui sont prévus demain ? Alors, ça commence jeudi, très exactement. Aujourd'hui, c'était un peu particulier, c'était dans les écoles, mais la vraie, entre guillemets, ouverture est jeudi, donc à 19h30 sur la scène nationale. Donc au Volcan, on fera l'ouverture du festival Le Goût des Autres avec une battle, avec la participation de Benjamin Epps, en rap, et de Paul Molina qui va nous faire du foot freestyle, et puis des rappeurs normands qui vont faire une battle comme ça à la fois de mots et de danse, donc qui va être vraiment très sympa. Et pour les plus jeunes, ceux qui veulent avant, ou même les moins jeunes d'ailleurs, qui ont envie de découvrir une création pour Le Goût des Autres, on aura un drôle de lundi, qui est un spectacle qui est en même temps dessiné et dansé avec la compagnie Sac de Leu et puis Julien Lebétet. Donc voilà, c'est une très belle proposition dès le jeudi. Et puis après, l'agenda va se densifier le vendredi, le samedi et le dimanche, parce que je vous disais, c'est plus de 94 rendez-vous dans 13 lieux, comme vous l'avez dit, différents dans toute la ville. Donc ça, c'est jeudi, c'est ça, ça commence officiellement jeudi. Ça commence officiellement jeudi. Après, voilà, il faudrait que je vous donne quelques grands rendez-vous, peut-être pour le vendredi, le samedi, des choses un peu à pas rater. Oui. Alors, vendredi 19 à 14h30, donc à la bibliothèque Oscar Niemeyer, vous aurez vu cette rencontre avec Lilian Thuram et Pascal Blanchard qui ont écrit Les Étoiles Noires en images, qui finalement essaie de comprendre quelle est la place du sportif noir et de racisme dans le sport. Donc, c'est une rencontre extrêmement intéressante. On aura ensuite Vivre avec son passé, qui est là une rencontre avec Charles Pépin. Je vous en ai parlé tout à l'heure à 19h au Théâtre de l'Hôtel de Ville, la Bible de la Ligue du sport français avec Ismaël Abia. Et puis à 20h30, une très très belle lecture de Nicole Garcia sur un texte de Lola Lafont, là aussi au Volcan sur la scène nationale. Et puis ensuite, j'invite tous les festivaliers à se rendre au Magic Mirror, donc sur le quai Frissard pour Nuit électrique. Donc ça, c'est pour la journée du vendredi. Il y a bien sûr plein d'autres rendez-vous, je ne peux pas tous les citer. Bien sûr. Il y avait le programme forcément qui est disponible. J'en profite, je fais une petite parenthèse pour dire à vos auditeurs qu'il y a encore des places. En fait, beaucoup se sont interrogés parce qu'il y avait beaucoup de rendez-vous qui étaient complets. Donc dès ce soir, à partir de 19h45, en vous rendant sur le site Le Goût des Autres, vous pouvez à nouveau
prendre des places et il y en aura comme ça qui vont être mises jusqu'au festival. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous présenter directement sur les sites, puisque voilà, généralement, il y a des gens, comme c'est un événement qui est entièrement gratuit, voilà, qui s'inscrivent et qui ne viennent pas forcément. Donc, on a toujours des places de libre. Est-ce que j'enchaîne avec la journée du samedi? Oui, j'en profite donc pour insister. Il vaut mieux s'inscrire à l'avance pour être sûr d'avoir une place. Exactement. Le mieux, c'est s'inscrire à l'avance. Vous vous présentez avec votre billet 10 minutes avant, puisque sinon, après, vos places sont directement remises. Mais sur la quasi-totalité des rendez-vous, vous pouvez vous présenter. Mais c'est vrai que, voilà, entre guillemets, vous pouvez prendre le risque qu'il y ait plus de place. Donc, le mieux, si vous savez déjà, si vous avez repéré des choses que vous voulez absolument pas rater, c'est de vous inscrire. Et puis après, si vous n'êtes pas inscrit, c'est d'aller d'un endroit à l'autre. Il y a beaucoup de rencontres, certaines choses, il se passe plusieurs choses en même temps dans plein d'endroits. Donc, il y aura normalement toujours une proposition qui pourra répondre à vos attentes. Est-ce qu'on continue sur le programme du week-end? On donne envie aux auditeurs? Alors, si on continue sur le programme du week-end à 10h30, là encore, à la bibliothèque terminée hier, vous aurez une rencontre avec Alain Bamboukou et Brandon Taylor, donc le frère d'écriture, qui va être vraiment une rencontre extrêmement intéressante. Ensuite, la bibliothèque idéale de Marc Vivien, c'est dans l'Atrium à 14h30, voilà, qui va nous dire un petit peu ce que lui, la T-Stress, la bibliothèque idéale. Marc Vivien, qu'on retrouvera le dimanche, qui est auteur de Tsunami. C'est un livre vraiment d'actualité qui traite des arcanes du pouvoir et de l'Élysée. Donc, voilà, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire ce livre. Dès 16h, vous pouvez vous rendre à la patinoire pour disco patin. Je pense notamment aux familles qui auraient aussi envie de profiter, parce qu'on a voulu cet événement, même s'il va être plus festif en fin de soirée, soit aussi réservé à tous. Mais pour que ça ne m'intéresserait pas, au théâtre de l'Hôtel de Lille, vous avez Visible, figure noire de l'histoire en France, qui va être une lecture dessinée, là aussi, qui va être vraiment complètement enthousiasmante. Ne surtout pas rater, à 19h, là encore à l'Atrium de la bibliothèque exterminaire American Mother, qui est une rencontre avec Colin McCann. Alors Colin McCann, en fait, il a rencontré la maman de James Foley, ce journaliste qui avait été retenu en otage et qui a été assassiné. Il avait comme ça tenu à la rencontrer parce que le journaliste avait posé avec un de ses livres. Et donc, de la rencontre, il a tiré ce livre, c'est assez incroyable. Et donc, ça va être une très belle rencontre là aussi. Et puis, 20h30, on part faire la fête à nouveau au Medic avec la soirée sur le quai. Et puis, peut-être dimanche, oui, continue. Allons-y. Ouais. Alors, dimanche, comment ne pas vous donner rendez-vous avec votre mère Béo, qui est aussi un auteur, et c'est à ce titre qu'il interviendra, Édouard Smith, qui fera un débat avec Marc Vivien sur la politique fiction. Et puis à 15h, ne pas rater Foot Sentimental, la rencontre avec Dominique Rocheteau, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui est le grand spécialiste du foot. À 16h, je vous fais le petit rappel de boxeuse, donc cette rencontre avec Annie Dani et puis Ayas Sissoko. Peut-être un petit tour pour ceux qui peuvent à la librairie La Galerne pour aller faire une rencontre avec Christophe Jamin. Et puis on terminera en beauté à 17h au théâtre de l'Hôtel de Ville avec le Grand Seigneur qui sera une lecture musicale de Nina Bouraoui et Souad Maki. Voilà, ça c'est dans les très 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 grandes lignes. Il y a plein d'autres choses à aller voir parce que voilà, on a vraiment la chance d'avoir des auteurs extraordinaires. Je vais pas citer bien sûr Lydia George, qui est cette autrice portugaise qui traduit de manière internationale, qu'il faut absolument prendre le temps d'aller voir. Léonore de Ressondé, dont je vous disais tout à l'heure, et le Grand Fou, qui va être lu en même temps et accompagné par une artiste. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses à voir. J'ai un petit peu honte parce que quand je vous ai fait comme ça mon inventaire à la Prévert, je m'aperçois que j'ai oublié énormément d'auteurs et d'autrices qu'on a pu inviter. Donc vraiment, allez voir le programme en fonction de vos sensibilités et de ce que vous avez envie de voir ou des auteurs que vous aimez ou que vous avez envie de découvrir. Voilà, il faut vraiment aller sur le site pour voir tout ça. Et oui, on ne peut que survoler le programme, il est tellement dense. Bien sûr, comme toujours, à la fin de l'émission, on remet un podcast en ligne, donc vous aurez le lien directement vers le site du Festival du Goût des Autres pour pouvoir un peu piocher et faire un petit peu votre recette, quoi. On choisit, il y a énormément d'événements à différents endroits, donc oui, le but c'est de faire un peu une organisation pour savoir comment vous pouvez passer d'un événement à l'autre plus facilement et voir un maximum de choses et un maximum d'auteurs ou d'événements. Merci beaucoup Fabienne Delafosse. Je vous en prie, merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.
Et c'est la fin de notre émission, le Mag à l'Ouest. On va se retrouver à partir de demain, évidemment, pour une autre émission. Demain, on parlera cinéma et séries avec tous les événements et toutes les choses à attendre sur les plateformes de streaming, sur le grand écran, etc. pour cette année 2024. On se quitte en musique, mais votre programme continue sur Westrack avec votre émission Solénoïde à partir de 21h et La Chevauchée à partir de 22h. Vous restez à l'écoute de Westrack. On se quitte avec donc ce titre Opéra de Bellboy. Et je vous le rappelle, à la fin de cette émission, vous retrouvez directement sur le site de Westrack en podcast le lien vers le programme pour le festival Le Goût des Autres. Très belle soirée et à demain sur Westrack. C'est arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en 2 minutes je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes aux pieds, pas le temps de respirer. Ils ont fait un signe de croix, on était tous baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre à ramer. Ils ont mis tous les parents et les enfants de l'autre côté. On était bien alignés, comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillés. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. À ramer. L'orage qui arrive, on va encore dégueuler. Ça fait des semaines comme ça qu'on est tous là enchaînés. Pas moyen de se